Je pense que je ne veux pas commencer à décrire les niveaux de fragilité dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, fragilité économique, fragilité par rapport à la guerre qui nous est imposée depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes dans toutes sortes de fragilités et qui entraînent, sur le plan économique, social, entre autres, des situations dramatiques, des misères, de pauvreté absolue dans laquelle se débat notre peuple, mais aussi au niveau politique. Rien ne va au niveau politique. Je veux dire, quand je dis rien ne va, c'est dans le sens où les acteurs politiques, la classe politique, se tiraillent un peu dans tous les sens. Ce manque de cohésion, ce manque d'entente minimale fait que ça tire à hui à dia. Et donc, nous, notre rôle va être donc d'essayer de rassembler tout le monde pour aller vers le chemin de la paix. Je dois vous le dire, ce dialogue, cet atelier est le premier pas vers le type de dialogue que nous proposons. Mais en même temps, comme vous le savez, la société civile, depuis des années aujourd'hui, travaille en partenariat avec l'État. Par exemple, l'ODEP est partenaire avec le comité d'orientation des réformes des finances publiques depuis les années 2011 ou quelque chose comme ça. La société civile doit travailler avec l'État comme partenaire. Mais cela ne veut pas dire que quand on travaille ensemble, on ne peut plus faire les critiques objectives, non. L'ODEP travaille aussi, a travaillé et toujours en partenariat avec l'inspection générale des finances. Mais quand je dis l'ODEP, ce n'est pas seulement l'ODEP, je veux dire la société civile. Parce qu'il y a aussi la ZALDO, il y a des mouvements citoyens, etc. qui sont, aujourd'hui on est 13 permanents, mais c'était une démarche qui a touché au départ plus de 80 organisations. Et là, aujourd'hui, pour aller de l'avant, nous avons considéré qu'un partenariat peut aussi se construire avec le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère, c'est celui qui gère l'ensemble du territoire national. Si nous pouvons le faire avec le COREF, pourquoi pas aussi avec le ministère de l'Intérieur? Si nous pouvons le faire avec l'IGF, pourquoi pas aussi avoir un tel partenariat qui peut nous permettre de régler beaucoup de problèmes, de parler franchement de la paix, de parler franchement de la décentralisation, de parler franchement du développement de 145 territoires, etc. Donc, au-delà de nos discussions qui vont avoir lieu sur ce qu'il faut faire pour aller vers la paix, la cohésion nationale, pour un dialogue national inclusif, au-delà de cela, comment peut-on aussi construire un partenariat avec les ministères de l'Intérieur? La sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur. L'insécurité aussi. Tout ça, ça concerne le ministère de l'Intérieur. Et, comme je disais, ce n'est pas une surprise parce que nous le faisons déjà avec les autres. Alors, par rapport à la paix, quel est l'objectif global de cet atelier que nous allons faire? C'est d'instaurer un cadre formel de dialogue structuré entre les autorités étatiques, représentées par le ministère de l'Intérieur, notamment, et les organisations de la société civile, en vue de formuler de manière concertée des recommandations concrètes, inclusives et opérationnelles. L'objectif est de contribuer à la consolidation durable de la paix, à l'amélioration de la gouvernance locale, au renforcement de la cohésion sociale et à la stabilisation des territoires à travers une réponse conjointe
aux causes profondes des tensions et conflits communautaires. Donc, l'objectif, la finalité, c'est la paix, la cohésion nationale, c'est le développement endogène et le développement global de notre pays, dans le pays. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je ne vais pas aller dans les détails des objectifs spécifiques. Tout ça, nous allons les discuter ensemble à travers une série de thèmes qui vont se dégager. Après qu'il y ait eu plusieurs intervenants, mais nous avons déjà plus ou moins donc dans nos têtes quelques thématiques que nous allons juger ensemble vraiment indispensables et qui vont faire l'objet de nos travaux en groupe, qui vont se faire après la plupart des exposés qui vont avoir lieu. Voilà donc, mes chers amis, soyez mobilisés, faites vraiment appel à votre intelligence, à votre imagination créative, pour que nous puissions, d'ici jeudi, avec nos travaux de groupe, après avoir entendu les éminents intervenants qui vont venir, on a parlé de Norbert Yamayamba, qui est un ancien aussi de la société civile, on a parlé de notre pays n'a jamais été une utopie. C'est un plan qui existe dans les tiroirs de certaines puissances, sur les tables de discussion de plusieurs officines étrangères, pour mettre le pays, le Congo, tel que nous l'avions hérité depuis 1960 par le père de l'indépendance. Il faut les mietter, les déstabiliser pour continuer à piller ses richesses, appauvrir sa population et maintenir la jeunesse dans une dimension de clochardisation, de paupérisation, sans avenir, sans lendemain. Aujourd'hui, cette implosion que nous craignons, l'expansion, le projet expansionniste rwandais et même ougandais, la déstabilisation de la région de Grand Lac à l'est de notre pays a pris une ampleur sérieuse et considérable. En invitant dans la scène des acteurs majeurs de la politique congolaise, l'ancien président Joseph Kabila, qui est aujourd'hui dans les territoires sous occupation rwandaise, des acteurs majeurs tels que l'ancien président de la Commission nationale électorale nationale et indépendante, M. Nanga, qui est devenu, avec beaucoup de légèreté et même de fierté, un rebelle, qui a pris les armes et qui est en train de mener un combat de guerre dans un territoire qui l'appartient. Nous avons des acteurs majeurs qui sont aujourd'hui impliqués dans une crise qui peut beaucoup nous coûter. Le président de la République, le gouvernement, les acteurs de la société civile, certains acteurs politiques, et nous avons la sous-région, nous avons les implications internationales, nous avons le Qatar, nous avons les États-Unis, qui sont tous impliqués pour essayer de trouver solution à cette crise sécuritaire et une crise de paix, une crise plutôt qui combat et qui met en mal la paix. Et en interne, comme disait le prof dans sa conclusion, nous avons des structures de la société civile, notamment les églises, les deux églises catholiques et l'église protestante, qui ont pris une initiative louable de réfléchir sur comment atténuer, comment régler cette question une fois pour toutes à travers un dialogue qu'ils appellent le pacte social pour le bien-être du Congo et dans la région des Grands Lacs. Mais vous allez constater, vous constatez avec moi je n'ai pas dormi hier tôt parce que je suivis l'interview
d'un des plus grands acteurs de notre pays, M. Jean-Pierre Bemba, qui a dit des choses qui, à mon sens, je pense que chacun aura son avis sur ça, peuvent constituer encore des éléments d'implosion, des crises, des dissensions, en taxant de manière directe et sans embâche l'ancien chef de l'État d'être un infiltré rwandais. Et avec ça, qu'est-ce que nous essayerons de faire? Je pense que nous allons essayer de mettre en place ces groupes d'action de la société civile pour parler de questions sur les questions de la paix, de la gouvernance territoriale et de la cohésion nationale. Parce que ces dialogues, comme je disais sur cette interview de monsieur le ministre, le vice-premier ministre du Transport, c'était clair que pour lui, ces dialogues de la CENCO, c'était un piège contre la République. Et que le président de la République ne peut pas participer à ces dialogues-là. Et nous avons vu un des acteurs majeurs de la scène politique congolaise rencontrer le chef de l'État, je parle du président Fayoulou, qui a clairement demandé au président de la République de rencontrer plutôt les évêques de la CENCO pour parler de questions liées au dialogue. Et nous savons tous depuis un certain moment que le chef de l'État ne veut pas rencontrer les évêques pour parler du dialogue. Et donc, il se pose un problème du format, du contenu, de la démarche, comment ça va se passer, dans quel contexte, qui va initier, qui vont assurer la pacification comme pacificataire, quel aboutissement, est-ce qu'il y aura l'implication de la population, est-ce que ce serait un dialogue qui va, encore une fois de plus, se limiter au niveau des acteurs politiques qui sont eux-mêmes aussi partie prenante du problème, qui sont protagonistes et qui, pour la plupart du temps, quand ils dialoguent que pour se positionner et positionner leurs intérêts. Donc, il y a plusieurs questions qui vont se poser et c'est dans ce sens que nous pensons que la question de la paix, de la gouvernance et de la cohésion nationale, parce que dans la gouvernance, il y a le développement intégral à la fois des citoyens et du peuple et du pays, nous pensons qu'il faudrait que nous nous organisons et qu'ensemble avec l'Église et d'autres initiatives, que nous arrivons à aller dans le sens d'un dialogue national inclusif en intégrant les desiderata, les idées et les orientations venant des structures de la société civile et des personnalités que nous sommes, que vous êtes, pour éviter à notre pays cette implosion et éviter à notre pays la récupération de nos richesses par le Rwanda et derrière le Rwanda, toutes les firmes internationales et les puissances étrangères qui continuent à nous malmener. Voilà un peu mon mot en complément à ce que le professeur Florimond Mouteba a dit. Donc nous allons vraiment sérieusement travailler. Nous allons mettre de côté la lenteur, la lourdeur, la complaisance, le manque de discipline pour arriver à produire des idées, des orientations capables de nous mener et de nous positionner comme étant des acteurs non partisans, parce qu'on n'a pas à voir avec une posture à prendre pro-pouvoir ou pro-opposition ou pro-église ou pro-Nanga ou pro-Kabila. Il faudrait que nous ayons une posture qui nous permettra de proposer des choses qui peuvent nous rassembler et sortir le pays de là où il est. Je vous remercie et je redonne la parole au prof. Les organisations qui ont bien voulu que se tienne cet atelier à ce moment où on en a besoin. Ici, je voudrais particulièrement remercier le professeur Florimond Mouteba, qui est président du conseil d'administration de l'ODEP, ainsi que mon ami Béni, qui est aussi responsable d'ICONIA, qui n'ont ménagé aucun effort pour m'inviter à pouvoir prendre la parole tout au long de ces assises.
Je voudrais saluer tous les amis de la société civile qui ont répondu oui, n'est-ce pas, à cet appel, pour dire que ce que vous faites, il n'y a que l'histoire et les générations futures qui vous seront reconnaissantes. Le pays vit ce qu'il vit, et tout le temps, nous organisons des ateliers, et parfois nous revenons sur la même chose de manière continuelle, permanente et récurrente. C'est que très clairement, les questions que nous avons considérées d'actualité pour résoudre, les mêmes questions continuent à revenir. C'est que ce que nous proposons, n'est pas très intelligent pour répondre véritablement aux préoccupations. Et j'ai aimé quand j'ai écouté les collègues qui venaient d'introduire la journée, que beaucoup souhaitent que ce soit 3 jours pour qu'on y réfléchisse et qu'on puisse sortir d'un créneau vers un autre créneau innovant, de manière que finalement on ressente que la société civile est très fertile. Comme vous le savez, le sujet qui m'a été demandé d'intervenir porte sur la gouvernance territoriale et la décentralisation en temps de crise. Défis, innovation et perspectives. Mes chers collègues, notre pays, c'est une grande nation. Lorsque vous regardez l'Afrique dans sa configuration actuelle, il y a 5 régions. Et chaque région a une locomotive. Quand vous regardez l'Afrique australe, c'est très clair qu'il y a une locomotive en Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui a 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et vous avez des pays satellités, surtout d'Afrique du Sud, qui sont le Zimbabwe, Malawi, Zambie, etc., Lesotho, Botswana, tous ces pays-là sont des pays qui sont drainés, portés par l'Afrique du Sud en tant que locomotive. Et lorsque vous regardez au nord, vous avez le pays maghrébin, dont l'Égypte est la locomotive. L'Égypte transporte d'autres pays, les pousse véritablement à aller de l'avant, et presque tous sont similaires. Les réflexions nationales, à travers les diverses thématiques qui constituent la vie nationale, de un forum national pour le consensus, pour obtenir bien sûr un consensus national sur les différentes thématiques abordées, les résolutions, obtenir les différentes thématiques organisées. Et le troisième niveau, c'est l'organisation des forums au niveau de la sous-région, qui va impliquer les pays voisins, les multinationales comme on a entendu ici, et d'autres acteurs qui ont un lien avec la situation que connaît notre pays aujourd'hui. J'ai parlé de réflexion nationale autour de différentes thématiques, et cela est vrai, parce que vous-même vous l'avez dit ici, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais avant d'entrer dans ces détails-là, parce que vous avez dit tout à l'heure, laissez-moi vous dire que la réflexion des pères spirituels est partie de quelques faits. Depuis 2003, on a signé pas mal d'accords de paix. Pas mal d'accords de paix. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça fait plus de 20 ans que nous n'avons pas une paix effective malgré ces accords. Il est important que l'on s'arrête comme Congolais, comme citoyens, et dire pourquoi nous signons ces accords et on ne retrouve toujours pas la paix. C'est très important qu'on s'arrête un peu, qu'on réfléchisse, qu'on parcourt les différents accords signés, qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché,
et on se donne de nouvelles énergies pour pouvoir viser d'autres horizons afin de retrouver cette paix que nous avons perdue depuis plus de 3 décennies. On a dit que chaque fois qu'il y a un rebondissement en termes de perturbation de la paix, dans le groupe, on trouvait des compromis. Il y a des compatriotes qui sont dedans. Si vous voulez l'arrivée, je vais un peu au-delà de 2003, c'était pour faire partie d'une dictature que nous avions tous décrié dans ce pays. Mais, avec un parrain, le Rwanda, l'initiative des Congolais, après il y a le Rwanda dedans en confusion, et il y a une clash. Laurent Désiré Kabila, il pourra demander à ses voisins de partir, et vous connaissez la suite. La suite, c'est qu'ils sont revenus à travers le RCD. Le RCD, dedans, des Congolais. Vous le connaissez. Le RCD, mais aussi il y a eu le MRC qui avait le soutien de l'Ouganda. Est revenu, vous savez, ils viennent, non, on vient libérer le pays, mais avec des parrains dans le plus célèbre qui est le Rwanda. Accord de Lusaka, accord de San City, gouvernement d'Union nationale 1+4 que vous connaissez. Mais non, ça ne suffisait pas. Ça revient encore avec le CNDP. Et il y a des Congolais dedans. Non, c'est une cause congolaise. Mais derrière, le fameux parrain qui était là. Et aujourd'hui, après les accords avec le CNDP, le M23, il y a des Congolais là-bas. Et le même parrain. La question. Pourquoi tous ces Congolais se permettent d'aller entrer dans toutes ces initiatives malheureuses pour soi-disant réclamer les droits, mais ils viennent toujours avec la même personne qui a divisé de connaissons. Il y a lieu qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse pour voir pourquoi nos compatriotes n'hésitent pas d'adhérer à ces initiatives qui endeuillent le pays. Tout à l'heure, je reviens sur ce que vous avez dit, j'ai entendu. Comme M. Yamaya m'a parlé de richesse que nous avons ici, avec tout ce que nous avons comme potentialité, tel pourcentage de réserves de consommation, nous prenions note. Et quelqu'un a dit que nous n'avons pas la maîtrise de tout ça. Nous ne connaissons pas tout ça. Et si le problème venait de là, parce que là, le mec, c'est une guerre économique, et c'est vrai. Comment est-ce que nous, Congolais, on s'y prend? On reste spectateurs ou on essaie un peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce qui se passe avec ces partenaires, ces multinationales. Et comment est-ce que nous pouvons nous comporter pour que nous puissions bénéficier de ces richesses et que nous ayons la paix avec nos voisins et avec ces multinationales. Il y a lieu de réfléchir. Je prends un autre élément. J'ai essayé de lire ci et là. Il y en a qui disent nous avons 450 000. D'autres nous avons 250. Il n'y a pas d'unanimité quand nous ne connaissons pas si nous sommes combien de tribus dans ce pays. Et il se pose des problèmes d'identité. Parce qu'il y en a qui manipulent l'identité et l'histoire pour faire prévaloir certains droits. Est-ce que tel que nous sommes ici, nous connaissons exactement les tribus que nous avons dans ce pays? Quel problème d'identité que nous avons? Ou nous les ramassons tous ceux que nous attendons dans les médias, dans les réseaux sociaux, on essaie d'analyser. C'est pour vous dire qu'il y a pas mal de questions qui concernent ce pays, qui doivent être discutées par les Congolais d'abord. En avoir la maîtrise, en définir les contours et se donner une feuille de route, une programmation. M. Yamaya va nous révéler qu'avec plus de 100 millions d'habitants, nous avons un PIB de 65 millions.
65 milliards, voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ces retards? Peut-être d'ici là, comme il a projeté, on peut avoir 200 millions d'habitants, avoir une programmation pour être à ce diapason-là de mois venu. Et du coup, il y a pas mal de questions qui n'ont pas de réponse. Mais d'après les interprétations des uns et des autres, ces questions concourent quand même parce qu'on parle de l'homme, on parle de l'économie, nous ne connaissons pas nos lois, ça a été affirmé ici et c'est vrai. Avec tout ça, est-ce que nous, Congolais, on connaît la République démocratique du Congo? Est-ce que nous connaissons notre pays? Nous connaissons d'où on vient, où on va. C'est ce consensus national que l'on pouvait avoir à travers le pacte. Et pour cela, la proposition qui est faite par les pères spirituels, c'est d'avoir des ateliers thématiques où on a des scientifiques, des personnes expérimentées dans le domaine, des sages qui vont se réunir selon les thématiques qui sont choisies, des questions de sécurité, des questions d'économie, des questions d'identité, des questions d'histoire même de notre pays, pour que les Congolais réfléchissent à travers ces groupes thématiques. Et chaque groupe va faire des propositions, va écrire des résolutions, des propositions, des résolutions, que voilà, dans tel domaine, c'est qu'il nous faut c'est ça, dans tel domaine, c'est qu'il nous faut c'est ça, ainsi de suite. Toutes ces résolutions seront versées dans la deuxième étape du forum, on parlera du pacte, où on aura les forces vives du pays bien représentées pour améliorer, amender, enrichir ou quoi, tout ce qui sortira des ateliers thématiques et les adopter pour que ça fasse l'objet de ce consensus national que nous voulons pour faire face aux problèmes essentiels que notre pays et son peuple traversent. Maintenant que nous aurons un peu plus de contrôle ou la connaissance, la maîtrise du Congo tel que c'est décrit dans les facettes là, nous pouvons, en ce moment-là, comme un seul homme, fort de ce processus national, aller à ce niveau-là, d'obtenir une conférence régionale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Nous, on aura dans notre judiciaire quelque chose à proposer et à discuter avec les autres et voir comment on peut manager une procédure pour arriver aussi à des consensus à ce niveau-là.